Dans cette vidéo, nous allons donner une résolution à l'exercice numéro 5 porté sur le calcul de la VAR, la value at risque. Donc déjà, pour expliquer un peu le concept de la VAR, imaginons que nous avons un processus stochastique qui est CT qui modélise le capital d'une entreprise durant une durée d'exercice qui peut être d'une année, de 2 ans, ou bien même on peut aussi imaginer une datation semaine par semaine. Donc l'idée étant que l'entreprise va faire un investissement important qui va impacter considérablement son budget. Donc l'idée étant de voir est-ce que après investissement on a eu une P-value, c'est-à-dire on a eu une valeur ajoutée, ou bien que le capital a réduit. Donc, vu comme ça paraît simpliste, mais j'ai fait en sorte de simplifier un peu cette notion pour la rendre beaucoup plus accessible. Donc, comme je le dis ici, si C0 est le capital initial au début du projet et que C grand T est le capital à horizon temporel grand T, ce capital naturellement est aléatoire. Donc alors le gain ou la perte sera aussi aléatoire, qui va être modélisé par C grand T moins C0. Naturellement, si ce nombre est positif, on dira qu'il y a eu que le capital a pris de la valeur. Sinon, on dira qu'il y a eu une réduction du capital investi ou simplement une perte. Il faut comprendre que parfois, on parle, surtout dans le calcul de la VAR, on ne parle pas de capital, mais on parle beaucoup plus de valeur du portefeuille. Voilà. Donc, identifier et mesurer les risques associés à un investissement est une tâche qui incombe aux gestionnaires des risques financiers au sein d'une entreprise. Et elle est aussi confiée aux actuaires dans l'assurance aussi. Donc, parmi les mesures de risque d'investissement, nous avons la value at risque, la VAR. Donc, cette quantité numérique est définie comme la perte maximale non dépassée avec une probabilité donnée définie comme le niveau de confiance. C'est-à-dire que quand vous allez calculer la VAR, vous devez déjà savoir quel est le niveau de confiance que généralement vous considérez. Ça peut être, si vous voulez, interprété comme soit un seuil de rentabilité ou bien un seuil de défaut. Et qui dit défaut, c'est-à-dire un seuil de perte. Donc, bien sûr, sur une période donnée. Pourquoi? Parce que généralement, la VAR, elle est pas calculée à l'infini, mais elle est calculée à horizon fini. Donc, formellement, nous avons que la VAR est définie comme étant la probabilité que C de grand T moins C0, c'est-à-dire la perte, le gain ou la perte, soit inférieur à cette quantité-là, égale à alpha. Donc, vu comme ça, il s'agit du calcul du quantile d'ordre alpha de la variable aléatoire C grand T moins C0. C'est comme ça qu'on définit généralement la VAR. Donc, pour les besoins de cet exercice, afin de simplifier les choses, nous allons supposer qu'en fait, le processus qui modélise le capital de cette entreprise est un processus qui suit un mouvement brownien géométrique. Donc, si c'est un mouvement brownien géométrique, on sait que à la date t, à l'instant t, C de t aura la même loi, j'ai oublié de mettre ici loi, égale en loi, à la quantité suivante. Avec z, une variable aléatoire, centrée et réduite, normale, centrée et réduite. Donc, à partir du moment que on met cette hypothèse, on peut éventuellement simuler la variable c de t pour quelle que soit la valeur de t. Là, ce qu'on a mis ici comme paramètre, donc on a mis déjà
la dérive U, qui correspond à, si vous voulez, à la direction que va prendre ce capital. On a mis aussi la variance, ou bien la volatilité plutôt, la volatilité de ce capital. Et bien sûr, T correspond à la date finale ou bien à l'échéance. Voilà. Donc, pour calculer ici, à titre d'indication, donc d'après ce qu'on voit ici, il s'agit de faire un calcul de quantile. Rappelez-vous, le calcul de la VAR, c'est un calcul de quantile. Donc, première question qui se pose, si on veut simuler cette VAR, sur R bien sûr, avec les techniques de Monte-Carlo, quel est déjà le moyen pour calculer les quantiles? C'est-à-dire que si vous avez, si vous voulez, si vous avez des données, comment avoir les quantiles à partir des données, ce qu'on appelle les quantiles empiriques. Dans le cas justement, on ne connaît pas la distribution. Parce que si on connaissait la distribution, on peut calculer directement les quantiles à l'aide de la formule Q, par exemple Q norme, par exemple dans le cas normal. Donc vous ajoutez Q qui correspond au quantile. Je rappelle que le quantile, en fait, il s'agit de calculer la fonction inverse de la fonction de répartition de la loi. Voilà. Donc pour la première question, on dit pour calculer le quantile empirique d'un échantillon de données, on utilise la fonction quantile. Par exemple, si les données sont normales, la commande ci-dessous calcule le quantile empirique d'ordre 0,25. Enfin, d'ordre 25%. C'est-à-dire que ici, par exemple, si on considère ça, on va essayer d'appliquer ça pour voir un peu l'idée. Donc je vais effacer ça. Donc par exemple, si vous avez des données issues de la loi normale, donc pour calculer directement le quantile empirique à partir de ces données, vous devez introduire déjà les données. Après, vous indiquez quelle est la probabilité ou bien quel est le seuil que vous voulez calculer. Ici, par exemple, si je veux calculer le quantile d'ordre 0,25, donc je fais ça. Donc regardez ici, ça c'est le quantile d'ordre 0,25. Par exemple, comme je l'ai dit, si vous voulez le calculer directement à partir de la distribution, c'est-à-dire de l'inverse de la fonction de répartition de la loi normale, donc vous mettez Q, norme, voilà, et vous indiquez que vous voulez calculer le quantile d'ordre 0,25. Voilà. Donc ça, c'est le quantile théorique d'ordre 0,25. Il est naturel que le quantile ici, c'est un quantile empirique. Donc il va changer à chaque fois que vous simulez encore une fois les données. Mais il va tourner autour de la vraie valeur qui est donnée comme ça. Voilà. Donc, pour la première question, donc c'était quoi? Donc écrivez un code R qui calcule la VAR avec les paramètres d'entrée suivants. Donc on nous a donné C0, mu, sigma, T, alpha. Donc le nombre de simulations de Monte-Carlo est considéré comme étant n égale à 10 puissance 6 afin d'avoir une bonne estimation. On peut le réduire, hein, ce nombre, hein, c'est pas très... Voilà. Donc l'idée étant de commencer déjà à simuler ça. Donc pour simuler cette valeur, donc nous allons ici déjà, donc là la simulation elle est prête, donc je vais vous montrer seulement ce qu'on va faire et vous expliquer directement à partir de ça.
Voilà. Donc l'idée est la suivante. Donc regardez. Donc nous allons déjà considérer le modèle Black-Scholes, c'est-à-dire la formule, suivante, comme ça. Donc l'idée est de prendre déjà un nombre de simulations, donc alpha. Là j'ai mis S0, donc je pouvais mettre C0, pas de problème, donc c'est C0. Là j'ai mis R, sigma. Bon, là je peux remplacer le R par tout simplement par mu. Voilà. Donc C0, il est donné en exercice 10 puissance 4. Donc là, non. C'est 10 puissance 4, donc c'est pas grave. Donc je vais prendre 10 puissance 4 ici. Voilà. Donc le alpha ici, il est donné 0,05, donc c'est bon. Pour le alpha, c'est bon. Pour le mu, c'est 0,05. C'est la même chose. Sigma 0,35, donc là je change. C'est 0,35. Là, la date d'échéance, donc elle prend effet à une année, par exemple. Ça peut être une année ou bien une journée. Pour les banquiers, ils calculent la VAR le jour le jour. Donc là, là c'est la variable C de grand T. Donc C de grand T, elle correspond à C0 exponentielle. Donc là, je change R, j'ai dit que j'allais changer par mu. Et je prends la formule suivante, tout simplement. Voilà. Donc là, normalement, j'aurai le capital à échéance. Donc là, C de grand T va simuler le capital à échéance. Donc, je mets une nouvelle variable qui est R, qui est le rendement des actifs sous-jacents, si vous voulez. Donc là, je mets C de grand T. Au départ, j'avais mis actif sous-jacent, mais vous pouvez considérer que c'est un actif sous-jacent bien. C'est-à-dire que vous pouvez calculer la valeur sur un actif sous-jacent, bien sur la valeur d'un portefeuille, ou bien sur la valeur d'un indice, ou bien, dans notre cas, sur le capital d'une entreprise. Donc là, ça va être le rendement. Rappelez-vous, ça va être soit positif, soit négatif. Et là, on veut calculer la probabilité de C de grand T, voilà, moins C0 inférieur ou égal à la VAR égale à alpha. Donc pour calculer ça, c'est-à-dire que la VAR ici de Monte Carlo va correspondre au quantile de ça, qui est R, ça c'est R, d'ordre alpha. Voilà, le quantile empirique d'ordre alpha. Donc je vais essayer de compiler tout ça pour vous montrer un peu de quoi il s'agit. Donc voilà, je vais compiler ça. C'est bon. Donc on va simuler la loi normale ici. Voilà, et simuler les... donc regardez, par exemple ici, voilà. Vous savez ici, ça c'est le capital à échéance. Ok. Rappelez-vous, on est parti normalement à, on va dire, à 10 000 dinars par exemple. Et là, on a le capital à échéance. Voilà, vous voyez qu'il change. Et là, si je prends le rendement, donc vous voyez que le rendement, parfois il est positif, parfois il est négatif. Tout dépend de l'échéance. Donc, si je calcule la VAR, donc je vais essayer de calculer la VAR. Donc là, j'exécute. Je prends donc ma VAR. Je vois qu'est-ce qu'elle donne. Voilà. Donc regardez la VAR. Là, ça met 5%, bien sûr. Donc là, on a une VAR, bien sûr, elle est négative, généralement. Donc, comment l'interpréter? Là, si vous voulez, c'est le seuil de rentabilité ou bien c'est le seuil de crise. C'est-à-dire que on a une perte maximale qui ne peut pas dépasser 4448 dinars à peu près. Voilà. Sur un investissement de 10 000 dinars. Voilà. On peut voir qu'en fait, à chaque fois qu'on répète la procédure, on a une nouvelle VAR qui va émerger, parce que c'est un calcul de Monte Carlo. Et ce calcul permet justement d'avoir une idée sur la valeur à risque. Voilà, donc vous voyez que ça change ici. Donc je vais répéter, voir que en fait ça change. Mais ça tourne autour d'une seule valeur. Et c'est logique, pourquoi? Parce que on a considéré des paramètres fixes
ici. Mu, alpha, mu et sigma et grand T, c'est des paramètres fixes. La seule chose qui change ici, c'est R. Voilà. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que peut-on avoir une formule fermée, une formule exacte de cette var, justement, dans le cas du modèle Black-Scholes? C'est-à-dire que quand C de grand T s'écrit de la façon suivante. Voilà, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, pour le deuxième exercice, ou bien la deuxième question, donc par un calcul probabiliste, montrer que la valeur théorique est donnée par la formule suivante. Donc vous pouvez faire quelques calculs probabilistes et arriver à cette formule. En tout cas, ça c'est uniquement quand vous considérez que le capital suit un mouvement brownien géométrique, c'est-à-dire qu'il est défini de la façon suivante. Voilà. Donc, pour tester un peu cette formule, est-ce qu'il s'agit bien de la vraie formule pour la var? Donc déjà, on voit bien que la var ici, elle est impactée par trois facteurs. Donc nous avons déjà le capital initial. Donc si vous voulez, la var, ça va être une portion du capital initial, ou bien elle va être proportionnelle au capital initial. Et là, nous avons la volatilité, bien sûr, du capital. Et là, nous avons mu qui peut être considéré comme paramètre du marché, peut être aussi considéré comme taux d'intérêt aussi. Et nous avons aussi l'échéance. Voilà. Donc tout ça définit la var. Un paramètre additionnel aussi définit la var, c'est alpha, qui est fixé au départ. Généralement, le alpha, il est à 95%, c'est-à-dire qu'à 0,05% de marge d'erreur, ou bien de 0,1% de marge d'erreur, plutôt 1% de marge d'erreur. Donc là, une fois que vous allez calculer ça, on va essayer de comparer cette formule avec la formule de Monte-Carlo. En tout cas, c'est ce qui est dit ici. Donc, construisez un code R pour simuler la var avec Monte-Carlo en considérant d'autres distributions. Bon, là, c'est autre chose. Donc, on va essayer de répondre à cette question. Donc, faites une comparaison entre le calcul de Monte-Carlo et la valeur théorique. Donc là, j'ai rédigé la valeur théorique qui a été donnée par l'exercice. Donc la voilà. Je vais l'incorporer ici dans le script. Vous voyez que ça, c'est la valeur théorique. Là, je change le paramètre mu R par mu. Voilà. Là, je ne me trompe pas. Voilà, Q norme représente le... Voilà, le paramètre S0. Donc, je vais le mettre C0. Et donc, ça, c'est normalement, c'est la var théorique. Donc, on va essayer de la calculer rapidement et voir est-ce qu'elle est proche de notre vraie valeur. Donc, effectivement, on voit bien que Monte-Carlo est très proche de la vraie valeur de la var. Donc, on peut, à titre d'analyse, donc on peut à chaque fois répéter les simulations pour voir est-ce que ça marche à tous les coups. Donc là, je vais essayer de répéter. Donc voilà. Vous voyez la var Monte-Carlo qui est très proche de... On peut faire une comparaison, hein, soit avec une erreur relative, soit avec... voilà, donc je répète. Vous voyez que ça donne à chaque fois une valeur qui est très proche. Comme je l'ai dit, c'est-à-dire que la perte maximale de cette entreprise sera de l'ordre de 4439 dinars. Donc 39, on va dire 40 dinars. Voilà. Donc vous voyez que c'est un indicateur très important pour les investisseurs et pour les investissements, notamment à court terme. Parce que généralement, on n'utilise pas la var à long terme. C'est généralement à court terme. Aussi, là, si je reviens à l'exercice, donc là, il est dit, construisez un code R pour simuler la var avec Monte-Carlo en considérant d'autres distributions pour la perte ou le gain. Voilà, par exemple, la distribution de ça peut être normale, Pareto, exponentielle, etc. C'est-à-dire que ici, l'intérêt
ça serait de changer un peu cette distribution. Bien ici pour le voir, voilà cette distribution. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer que C de grand T suit un mouvement brownien géométrique, vous pouvez considérer tout simplement que C de grand T suit une loi normale, ou bien une loi de Pareto, ou bien une loi exponentielle. Voilà. Maintenant, l'intérêt de faire ça, parfois, c'est déjà d'estimer les paramètres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que sur le marché, les paramètres mu, sigma sont des paramètres inconnus. C'est-à-dire que vous devez les estimer à partir des données. Le paramètre C0, il est connu généralement. Alpha ici, c'est un paramètre fixé par l'opérateur lui-même. Et à chaque fois, donc vous avez naturellement, si vous changez la distribution des rendements, automatiquement vous avez une valeur à risque qui est différente. Chose que je vais terminer avec, il faut faire la différence entre euh, la VAR calculée par Monte Carlo et la VAR calculée par l'historique des rendements. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que vous gardez cette formule, sauf que dans la VAR historique, vous allez prendre les rendements historiques des données. C'est-à-dire que vous allez rien générer. Vous allez uniquement prendre les rendements historiques, un paquet de rendements, et vous allez le trier par ordre croissant. Et suite à cela, vous aurez la possibilité de déterminer le quantile, justement, et vers la fin, d'avoir justement la VAR. Ça, c'est ce qu'on appelle la VAR historique. Maintenant, pour la VAR de Monte Carlo, la VAR de Monte Carlo ici, comme vous le voyez, il s'agit de simuler des situations pour faire le calcul de la VAR. Il y a aussi ce qu'on appelle la VAR paramétrique ou bien le paramétrique, voilà. Donc cette VAR-là consiste à déterminer directement la structure, si vous voulez, la structure des rendements. Et suite à cela, on peut calculer directement la VAR. C'est-à-dire que, si vous voulez, là, dans le calcul de la VAR, là, par exemple, si le fait d'avoir mis ça, on a pu calculer directement la VAR théorique, si vous voulez. Voilà. Mais c'est uniquement dans ce cas-là. Il faut avoir en tête qu'on ne peut pas calculer la VAR à tout va et pour toutes les distributions possibles. Voilà. Je vous remercie.